Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Comme vous le savez, un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun vient de rendre public le rapport de la commission d'enquête sur la catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka le 21 octobre 2016. Le dit document souligne la responsabilité à titre personnel de Camrail, annonce le déblocage d'1 milliard de francs CFA pour une assistance complémentaire aux victimes et aux ayants droit, prescrit le renforcement du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes. Le rapport prescrit l'audit de la convention de concession du 19 janvier 1999 entre l'État du Cameroun et Camrail, et notamment les deux avenants de 2005 et 2008. Le rapport propose la prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue dans le rapport d'enquête et la transmission à la justice de ce rapport pour qu'elle en tire toutes les conséquences de droit. Qu'est-ce que cela signifie, tout cela? Qui doit faire quoi pour que ces instructions ne restent pas lettres mortes? Que vaut finalement le rapport de cette commission d'enquête mise en place par le président de la République? 230 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, Elias Minkoumou, bonsoir. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez travaillé pendant plusieurs décennies à l'ex-Régie-Fercam, où vous avez été chef de division personnel conduite, donc en charge entre autres de la gestion et de la formation des conducteurs de train, c'est bien cela. Vous avez été délégué du personnel pendant 34 ans, si je m'abuse, et membre du conseil d'administration de cette société, dont l'ex-Régie-Fercam. Vous avez par ailleurs suivi de façon attentive les négociations qui ont abouti à la concession, je crois, en 1999. Donc, vous analyserez avec nous l'aspect technique et sécurité dans ce rapport et vous partagerez peut-être également avec nous votre longue et riche carrière, votre longue et riche expérience de conducteur de train. Merci, Elias Minkoumou, d'être venu sur le plateau de 237 le débat. J'introduis également Bernard Moncamp, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu sur ce plateau. Alors Bernard Moncamp, vous êtes ingénieur, consultant, vous étiez déjà sur le plateau de 237 le débat, je crois, de 48 heures ou 72 heures après la catastrophe. C'était dans une émission spéciale. Et en lisant le communiqué qui vient d'être publié, qui annonce donc la disponibilité de ce rapport d'enquête, eh bien, on a l'impression que c'est vous qui avez rédigé ce communiqué, puisque pratiquement tout ce qui est dit dans ce communiqué, dans ce rapport, eh bien, ressemble fortement à ce que vous indiquez déjà au lendemain de cette catastrophe-là, notamment sur l'aspect technique et sécurité. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous avez travaillé pendant quelques temps à l'ex-Régie-Fercam, mais comme je l'ai indiqué, vous êtes ingénieur consultant et vous avez mené pas mal de projets en tant qu'ingénieur, notamment vous avez été chef du projet de construction du stade de Malabo, c'est en Guinée équatoriale, et vous avez également travaillé sur le projet du pipeline Tchad Cameroun, entre autres. Merci en tout cas Bernard Moncamp d'être venu sur ce plateau. J'introduis Fabien Son, bonsoir. Bonsoir Duval, merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes expert senior en assurance, je crois 33 ans de métier si je m'abuse. Oui, vous êtes expert risque management. Vous remonterez donc avec nous un tout petit peu l'histoire des catastrophes au Cameroun. Cela permettra peut-être de voir comment la plupart de ces catastrophes ont été gérées, du moins du point de vue de l'assurance, et cela pourra peut-être donner une idée sur la manière dont on peut percevoir la gestion donc des indemnisations ou de l'assurance en ce qui concerne cette catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka et dont le rapport vient d'être rendu public. Georges Edimon Mongori, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Vous êtes économiste et politologue, donc vous aiderez à analyser l'aspect contractuel, j'ai failli dire, de cette relation qui lie l'État du Cameroun aux concessionnaires, et il nous permettra également de voir ce que pourrait être l'audit qui a été commandé par le rapport sur le contrat de concession
et surtout ce qu'on peut attendre de cette société de gestion du patrimoine et qui est également indiqué dans ce rapport. Merci infiniment d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le plateau 237 le débat. La deuxième partie de cette émission sera consacrée à l'aspect politique de la gestion de cette catastrophe et des suites à donner à ce rapport par la machine administrative, politique et judiciaire du Cameroun. Et donc ce débat politique opposera deux acteurs politiques. En deuxième partie de cette émission, Charles-Élie Zanzan, qui est président de la section JRDPC Vouri 2, ici à Douala, et bien sûr Franck Essi, qui est secrétaire général du CPP et membre donc de Stand Up for Cameroun, qui a commis une réflexion sur cette catastrophe au lendemain donc de sa survenue, c'est le 21 octobre 2016. Merci, madame, messieurs, donc, de nous retrouver sur le plateau 237, le débat pour cette émission. Je commence tout de suite avec vous, Elias Nkomo, sur l'aspect technique de ce rapport. Vous avez parcouru ce rapport, si vous voulez, ce communiqué qui donne quelques indications sur ce qu'on peut considérer comme les résultats, ou bien si vous voulez, les origines de cette catastrophe survenue le 21 octobre dernier. Qu'est-ce qui retient votre attention en tant que technicien, en tant que, je veux dire quoi, conducteur, en tant qu'expert, voilà, des questions ferroviaires? Bon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Dans un premier temps, je préférais d'abord m'approfondir sur ma personne, pour que les gens sachent qui est en train de parler du ferroviaire. Tout à l'heure, vous m'avez présenté et je tiens également à vous dire que j'ai fait mon expertise, mon chemin de fer Sénégal-Mali en 2007. Ils m'avaient invité là-bas pour aller les aider à revoir leur système de gestion de leur personnel de conduite. J'avais passé 3 semaines là-bas en tant qu'expert ferroviaire. Alors, on m'avait posé la question à propos du communiqué. Bon, quand je lis le communiqué, c'est un communiqué. Vous savez, bon, à partir d'un communiqué, on ne peut pas aller en profondeur sur le communiqué. On ne connaît pas, le communiqué ne donne pas la teneur profonde de ce qui s'est passé. Mais seulement quand je lis le communiqué, il y a 3 points qui attirent mon attention. Il y a le dépassement de vitesse qui attire mon attention. Il y a le signalement d'anomalie que le conducteur aurait déposé à la gare et dont les responsables n'ont pas tenu compte de ça. Et puis il y a surtout l'aspect de la continuité de frein. C'est ça qui a beaucoup attiré mon attention. Est-ce qu'il n'y a pas comme une incongruité dans ce rapport? Parce qu'en même temps, on indique qu'il y a, je veux dire quoi, qu'il y a ce bulletin de signalement, oui, l'anomalie, oui, qui a été dûment rempli par le conducteur du train, oui, et qui certainement a été déposé à la gare, oui, donc indiquant qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne permettaient pas effectivement que le train puisse partir, mais il a quand même pris le départ, et après on se retrouve avec une vitesse excessive, c'est ce que dit le rapport. Oui. Sur un tronçon où on devait aller à 40 km/h, il s'est retrouvé à 96 km/h. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? Parce que être conducteur et indiquer qu'il y a des problèmes, et après se retrouver en train d'aller au-delà de 40 km, est-ce qu'il n'y a pas un problème? D'abord, avant de répondre à votre question, je veux d'abord dire ma joie d'être fier de ce rapport de la présidence. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'est le premier rapport à la suite d'un incident qui a abouti au Cameroun. C'est un rapport ferroviaire. Donc, pour dire que quoi? Pour dire que le chemin de fer est un état dans l'état. Donc, le président de la République a accordé beaucoup d'importance au chemin de fer. D'ailleurs, même son prédécesseur, le président Gaïd, je le disais, que le chemin de fer était l'épine dorsale de notre système de transport. Alors, le président vient par ce rapport, c'est la première fois qu'il le fait, donc ça veut dire qu'il a accordé vraiment. Ça vient quand même 7 mois, hein? C'est pas vous êtes expert ferroviaire, vous avez travaillé comme technicien, comme chef de division à l'ex-régie FACAM. Est-ce que vous, ça vous aurait pris... Est-ce que ça vous aurait pris 7 mois pour faire un rapport comme celui-là? Non, bon, disons maintenant, ça c'est un communiqué. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport. Okay. Le rapport n'est pas publié. Alors, pour revenir sur ce qu'indique le communiqué par rapport à ces indications-là,
Vous dites qu'il y a, lorsqu'on est conducteur, il y a, avant de partir, il y a un bulletin de signalement d'anomalie. Je vais arriver là. Oui. Le premier bloc que j'ai vu dans ce rapport qui m'a beaucoup gêné, c'est que lorsqu'on lit, on constate que le pouvoir public a fait appel aux experts internationaux pour venir mener cette enquête. Moi, quand l'incident s'est passé, j'étais en Europe, je n'étais pas au Cameroun. En Europe, beaucoup de gars de la diaspora m'avaient consulté pour demander mon avis. Comme ils savaient que j'étais expert en torsion. Parce que quand on parle d'experts en chemin de fer, il y a plusieurs types d'experts. Il y a l'expert en matériel, il y a l'expert en voie, il y a l'expert en exploitation, expert commercial, expert traction. Moi, je suis expert traction. Alors, les gars m'avaient posé la question, parce que pour eux, dans un premier temps, le responsable numéro 1, c'était le ministre des Transports. Ça, c'était leur point de vue. Alors, je leur avais dit, attention, les amis, le ministre des Transports n'a rien à voir dans cette affaire. Le ministre des Transports, c'est un homme politique qui prend une décision. Il dit transporter plus de gens. Il n'a pas donné les instructions rien qu'à Cameroun. Même à la Cameroun qu'on l'avait donné, mais la Cameroun qu'on n'a pas craché. À partir du moment où le ministre donne les instructions, il revient aux techniciens maintenant de voir dans quelle mesure ils peuvent appliquer ces mesures du ministre. C'est normal, le ministre est dans son rôle. Alors je dis, allez prendre les experts internationaux pour venir. Parce que cette enquête, je vous le dis, c'est une enquête qui peut durer autour de 2 jours. Si on a tous les éléments réunis, vous me donnez cette enquête, je veux. Ça a quand même pris 7 mois. Alors je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous tout à l'heure. Oui, non, je reviens à vous tout à l'heure. Je donne d'abord la parole à Bernard Moncam sur la question. Je vais répondre au problème de passement. Vous allez répondre. Je donne la parole à Bernard. Alors Bernard, sur cet aspect-là cet aspect précis concernant la question de vitesse excessive, parce que ça a clairement été indiqué dans le rapport. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut en dire? En fait, d'ordre déjà, je vais dire que le rapport tel qu'il est, le communiqué tel qu'il est rédigé, donne exactement, succinctement ce que beaucoup de gens savaient déjà. Donc, on peut dire que le rapport a... en fait, ça c'est un communiqué qui résume un peu le rapport. Oui. Donc, succinctement, on peut dire que pour l'instant, techniquement, je ne vois pas là où il y a le problème. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont... relater exactement ce qu'on avait déjà dit dans nos précédents débats. Oui, mais je posais la question tout à l'heure à Elias Ikomo sur cet aspect-là. Avant de partir, on doit s'assurer que tout est bien. Dans le cas d'espèce, on a le sentiment qu'il y a des anomalies qui ont été signalées par le conducteur. Mais après, on se retrouve quand même avec... 92 km/h de vitesse sur un tronçon, on doit avoir 40. C'est facile à comprendre. Après, le problème, c'est lequel? Avant de partir, le conducteur a signalé qu'il y avait des défaillances au niveau du système de freinage rhéostatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, dans chaque entreprise, surtout comme une entreprise comme Carré, il y a un responsable qualité. C'est celui qui donne le top départ. Lui, il a pris celui de donner ce top départ, alors qu'on avait signalé ces anomalies-là. Et ceux qui installent le système de traînage, le système de freinage, ce n'est pas le conducteur. Lui, dès qu'il s'en remet au responsable qualité, et il lui dit, ok, vous pouvez aller, après avoir signalé, il est parti. En ce qui concerne la vitesse, parce que de prime abord, on a dit que la vitesse était de 96 km à l'heure. Or, c'est un conducteur chevronné. Un conducteur chevronné, ça veut dire qu'il savait qu'à ce niveau, on devait rouler à 40 km à l'heure. Ce que le communiqué n'explique pas, mais c'est sûr que c'est dans le rapport, si on le fouille bien, on n'a pas encore connaissance du rapport, c'est que les 96 km à l'heure viennent de quoi? Ça vient du fait qu'à un moment donné, pendant que le wagon circulait, il y a des voitures qui n'étaient pas reliées au système de freinage de la locomotive motrice. Ce qui fait que sûrement une des voitures s'est détachée. Et le conducteur l'avait déjà dit. C'est pour ça qu'on parle du système de continuité. Oui, ce système de continuité a été rompu. Donc quand une voiture se détache, le conducteur ne peut pas, ça ne freine pas. Normalement, quand le système se détache, tous les wagons doivent s'arrêter automatiquement. Mais quand ça ne s'arrête pas, ça veut dire qu'il y avait Mais les wagons ont des systèmes de freinage autonomes, non? Non, c'est suivi. C'est-à-dire que les wagons sont conçus de manière que quand... même si vous êtes voyageur et que vous tirez sur
la manette d'interruption, tout s'arrête. Donc, s'il y a une voiture qui était désolidarisée, normalement, ça devrait s'arrêter. Mais cela ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce que le conducteur a fait? Sachant qu'il y avait un wagon qui était en mouvement libre, comme un électron libre. Qu'est-ce qui se passe? Il est obligé d'accélérer légèrement. Et comme il était sur une déclivité, qu'est-ce qui s'est passé? En accélérant, ça a augmenté la vitesse. Et maintenant, il a essayé de freiner pour revenir à peu près à 50. Le système de freinage n'étant pas bon, ça continue à aller. Et tout le monde sait qu'avec l'accélération, ça ne peut qu'augmenter. C'est pour ça qu'on se retrouve à 96 km à l'heure. Ce n'est pas que le... Et il voulait éviter qu'il y ait un carambolage. Parce que si la voiture qui s'était détachée venait percuter la rame, il y aurait eu plus de dégâts que ce qu'il y a eu. Donc dans le rapport, je suis sûr qu'on explique exactement. Parce que quand on dit 96 km, on croit que c'est le conducteur qui délibérément a pris sur lui. Non, ce n'est pas ça. Il allait effectivement à une certaine vitesse, mais à un moment donné, une rame s'est détachée. Et il n'a pas voulu le carambolage, il a légèrement accéléré. Avec l'accélération, ça a entraîné cela et il ne pouvait plus freiner. Alors, docteur Edimo, vous allez reprendre la parole. Docteur Edimo, sur le rapport de façon globale, quelle est la lecture que vous avez en lisant ce communiqué-là? Quel sentiment vous avez en tant que citoyen ordinaire? Vous dites, au moins, c'est bien pour la première fois. On a un rapport suite à un incident qui s'est produit. Ça commence à changer à Yaoundé, c'est ça? Oui, c'est déjà quelque chose. C'est vrai que la célérité n'a pas été au rendez-vous. C'est vrai également qu'on reste un peu sur sa faim et on est même à la limite un peu énervé de constater que, en fait, le fond même de ce dossier, le contrat de concession, c'est un papier qui nous renvoie presque à l'Antiquité, à mon avis. C'est-à-dire que toute la dimension modernisation de cette société, développement dans les années à venir du rail camerounais et plein d'autres choses n'ont vraiment pas été prises en compte. Quand vous regardez à côté, chez nos voisins, au Nigeria par exemple, aujourd'hui, où la Chine est en train de construire 3200 km de voies ferrées avec des lignes côtières de 1400 km, donc partant de Calabar jusqu'à Lagos via Port Harcourt. Vous êtes surpris qu'on concède ce type d'outil à quelqu'un qui n'a pas le souci d'accompagner, de moderniser, de mettre en prescription en rapport avec la nécessité de réviser le contrat de concession. Je crois que ça a été indiqué. Ça a été indiqué, mais d'ailleurs plus loin même une possibilité de création d'une société de gestion du patrimoine. D'affermage, oui. Voilà. Donc ça veut dire que peut-être que cet incident a permis finalement au Sérail de se rendre compte effectivement qu'on était tombé en désuétude dans la gestion du transport ferroviaire et qu'il faut revenir à la situation. Je voulais juste dire que ça fait vraiment honte parce que quand vous regardez en Afrique de l'Est par exemple, les mêmes Chinois sont en train de dérouler tout un gros programme sur 5000 km de Djibouti jusqu'à l'Éthiopie, Kenya et jusqu'au Soudan du Sud. Et naturellement, tout se passe très très bien. Vous voyez, quand on se souvient, quand on constate que on roule encore à 40 km alors que de l'autre côté, au Nigeria, ça va aller à 200 km à l'heure, alors que en Zambie et partout en Afrique, dans la corne de l'Afrique, on va aller à 150 km à l'heure. Ben, écoutez, j'ai peur de dire que j'ai un peu honte d'être Camerounais. Alors, Fabien Sommoir, vous êtes expert en assurance. Et lorsqu'on parle d'une catastrophe comme celle-ci, cela vous interpelle en tant qu'assureur. Lorsque vous regardez, puis jetez un coup d'œil dans ce rapport-là, il y a un aspect qui a retenu l'attention de presque tout le monde. C'est le milliard de francs CFA débloqué par le président de la République. Alors, est-ce que ce milliard-là, il faut confondre ça à l'assurance qui doit être payée ou bien il s'agit tout simplement... Très bien, Duval, merci. Merci. Je dis encore merci parce que je me trouve sur un plateau d'experts. J'étais un peu gêné si je me trouvais sur un plateau d'hommes politiques. Non, les politiques arrivent. Après la publication de l'enquête,
le rapport est sorti. Il est question maintenant que les experts interviennent dans cette émission de débat pour édifier le peuple camerounais afin que nous sachions pour l'avenir, que ce peuple sache pour l'avenir quelles sont les dispositions à prendre lorsqu'il arrive une catastrophe ou un accident quelconque. J'estime que ce débat est d'abord une émission éducative pour le peuple camerounais. Je vais un peu féliciter le gouvernement camerounais d'avoir sorti son rapport sur l'enquête de la catastrophe des ECA. Lorsque nous savons qu'il y a eu plusieurs catastrophes et nous attendons, aujourd'hui il n'y a pas eu encore de rapport ni de publication de rapport, j'ai dit pour EZECA, il faut quand même tirer chapeau au gouvernement camerounais. Maintenant, le problème au niveau de l'indemnisation, franchement, il y a trop de ne nous mettons pas des pédales, hein. Ne confondons pas l'assistance et l'indemnisation. Quand on parle de catastrophe, il y a deux types de catastrophes. Catastrophe naturelle et catastrophe d'origine humaine. Et quelle que soit la catastrophe, l'État a un devoir régalien, celui d'intervention avant tout autre organisme lorsque la catastrophe se produit sur son territoire. L'État du Cameroun intervient directement à travers ses démembrements, les autorités de police, de gendarmerie, militaire, etc., lorsqu'une catastrophe survient. L'État intervient pour pouvoir apporter l'assistance matérielle aux victimes. L'État intervient pour pouvoir sauver les vies. Ça n'a rien à voir avec l'indemnisation. L'indemnisation, c'est quoi? C'est la réparation des préjudices matériels et corporels subis par des victimes. Ça, il faut que nous soyons clairs là. Alors, on va développer cela tout à l'heure, puisque c'est pour cela que vous êtes sur ce plateau. On boucle d'abord avec l'aspect technique, et puis on revient à vous tout de suite. Alors, Elias Lukomo, sur cet aspect-là, vous avez été pendant plusieurs années conducteur de train. Quand vous partez, quand vous quittez la gare, quelles sont les précautions que vous prenez? Est-ce qu'il est possible pour vous, en observant les conditions dans lesquelles le véhicule est apprêté, de décider de ne pas partir? Est-ce qu'il est possible de dire non, je ne pars pas? Bon, ce que je peux vous dire, tel que j'ai noté le point souligné dans le communiqué, pour mieux comprendre, il faut qu'on aille d'une manière graduelle. Parce que si nous prenons le débat par la fin, vos téléspectateurs ne comprendront pas. Lorsque je lis le communiqué, on parle de dépassement de vitesse, de signalement d'anomalie et de continuité. D'abord, au départ de la gare, il y a le signalement d'anomalie, il y a la continuité qui veut d'abord résoudre. Oui. D'abord ça. Le dépassement, c'est les conséquences déjà pour moi. Déjà les conséquences. C'est les conséquences. Mais le problème démarre déjà au niveau du signalement d'anomalie. Qu'est-ce que le conducteur a signalé? C'est pas repris ici. On ne sait pas ce que le conducteur a signalé. Or, chez nous, on a dit qu'en ferroviaire, le conducteur est le seul patron à bord de son train. Il est comme un pilote d'avion. C'est lui qui décide s'il doit partir ou pas, si les conducteurs de sécurité sont remplis ou ne sont pas remplis. Maintenant, quand le conducteur dépose un signalement d'anomalie, le chef sécuritaire en question décharge et envoie le message. Il y a une structure à Douala qu'on appelle le COTRAF, qui est l'équivalence, voilà, l'équivalent de tour de contrôle à l'aéroport. Et c'est ce tour qui prend toutes les décisions. Quand ce COTRAF reçoit les instructions du conducteur, ils analysent la portée du signalement du conducteur. Deux cas peuvent se présenter. Si l'anomalie n'est pas grave, ok, elle est grave, c'est-à-dire que ça ne peut pas porter atteinte à la sécurité du convoi, il peut dire au conducteur
Je prends un exemple simple pour étaler. Si par exemple un conducteur arrive dans une voie, sa locomotive, il trouve que sa locomotive est impuissante. Il ne peut pas tracter normalement son train. Au lieu de faire 40 minutes dans un canton, il fait plus d'une heure, voire 1h30. À la prochaine, là, il dépose un serment d'anomalie. Et le comptable peut lui dire, bon, continue quand même, c'est pas un problème, on va prendre des dispositions plus tard. Le comptable peut partir. Bon, maintenant, si le signalement, le conducteur a signalé une anomalie qui peut porter préjudice à la sécurité, alors là, le compteur ne bouge pas. Même si le président de la République arrive. Moi, j'ai eu à vivre ce cas quand j'étais conducteur. Je me rappelle, un jour, j'assurais le train Pouchette, Douala-Yaoundé. C'était les affaires de 1978. J'étais sorti de Douala, du dépôt de Bassa, avec 2 locomotives. La deuxième locomotive, le moteur ne tournait pas, ça allait comme un véhicule. J'arrive en gare de Douala avec la machine. Je demande au sous-chef de gare qui était chargé de la formation de train, je lui dis, bon, place cette machine derrière la mienne, la machine de tête. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit d'amener. Effectivement, en gare, le conducteur est sous les autres. Le chef de gare. Le chef de gare. En ce qui concerne tous les mouvements. Oui. Il n'a pas obtempéré. Il est allé placer le wagon en queue. Je n'ai rien dit, c'était le patron. On a fait des essais de fond. Au moment de partir, le chef sécurité siffle, les passagers sont montés à bord. Il vient, il me remet l'ordre, le bulletin de départ. Le bulletin de départ, il me donne le signal de départ. Je regarde, je vois que le profil, tout était bon, mais la compression n'était pas. Quand je lui ai dit, monsieur, je ne peux pas partir. Je ne peux pas. Il dit, pourquoi? Je dis, le train n'est pas bien formé. Il fait appel au sous-chef de gare. Le sous-chef de gare vient, il me blâme. Je dis, non, ce n'est pas un problème de blâme. Ils vont appeler le chef de gare. Le chef de gare me fait appeler. Le chef de gare de Fort résider au bâtiment, à l'étage supérieur de la gare. Il me pose la question. Monsieur, vous partez, vous ne partez pas. Je lui ai dit, mais chef de gare, les conditions de formation, les trains ne sont pas remplies, je ne peux pas partir. Il prend le combiné, il appelle mon directeur. À l'époque, c'était un Français. Le directeur me dit, me fait la même pression. Tu fais le train ou tu fais. Et le directeur me parlait avec un ton autoritaire. Je sentais déjà qu'il était fâché. Je lui ai dit, monsieur le directeur, je ne peux pas partir. Il insiste. Et vous êtes resté là dans le respect. Il insiste. Et vous êtes resté là dans le respect strict des consignes. Je lui dis, monsieur le directeur, il me pose la question. Vous savez, les blancs, à un moment donné, sont un peu plus subtils. Il me dit, mais pourquoi est-ce que vous refusez de partir? Dites-moi le motif. C'est là où il est. Ah. Je lui dis, la machine qu'on a placée derrière, ne freine pas. En cas de rupture d'attelage, la première partie va s'arrêter. Et lui, il a dit la locomotive qui ne freine pas, par l'inertie, va devenir orientée derrière. Alors, il a compris. Il a compris. Dès qu'il a compris, il m'a dit, passe ma chef de gare, le chef de gare, exécuter ce que le conducteur. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Le temps avait pris 45 minutes de retard. Donc, c'est pour dire que quand le conducteur juge que les instructions qu'il a données peuvent porter préjudice, il ne part pas. Alors, docteur, dis-moi, avant de revenir à Elias, on est dans un contexte particulier. Je veux dire, dans le cas de la catastrophe des écarts, ouais. Il y a le pont qui est coupé à Mayaï, et donc, je veux dire, l'axe qui relie les 2 grandes villes du Cameroun, Douala-Yaoundé, est impraticable. Et donc, tout le monde se rue vers le chemin de fer. Et dans ces conditions, on a d'ailleurs appris qu'il y a eu des instructions qui sont venues de certains membres du gouvernement pour qu'on aille au-delà de ce que les consignes de sécurité prévoient. Est-ce que dans ce cas précis, il est possible de faire autrement? Ben écoutez, c'est là où moi je ne comprends rien, parce que le contrat de concession, en fait, quand vous regardez de près, vous constatez que on ne dit pratiquement rien sur le développement à moyen et à long terme de stock d'équipements roulants. Hein? Parce qu'en fait, dans les conditions qui étaient données là, on aurait pu mettre en place 2 locomotives. Mais parce que
le concessionnaire ne se sent pas obligé d'acquérir autant de locomotives que possible. Il n'en avait qu'une. On aurait pu mettre en fait 2 locomotives et porter tout le monde tranquillement. Mais seulement, j'ai l'impression que ça a été fait un peu vite. La concession a été accordée très vite, sans qu'on tienne compte du fait que, en fait, ce concessionnaire a quand même le devoir de s'assurer que les Camerounais doivent se déplacer dans des conditions de sécurité optimales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en aucun temps, on ne pourrait arriver à des situations de surcharge d'un équipement roulant. Tout simplement parce qu'il manque de locomotives, il manque de rames, il manque ceci. C'est pour cela que je dis, en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression que là, on est rentré dans des logiques un peu compliquées. Non, mais de l'ère du médiéval, où véritablement, on ne tient pas compte du fait que le pays évolue quand même dans un monde qui évolue. Hein? Il faut s'arrimer aux standards internationaux, il faut regarder ce qui se passe à côté. Je n'ai pas dit qu'on aille regarder ce qui se passe au Maroc, parce qu'ils ont des TVA, des TVG qui vont aussi vite qu'en Europe, mais quand même, il y a un minimum, il y a vraiment un minimum. On ne peut pas avoir un service de ce type qui est essentiellement concentré sur le transport de fret et qui ignore presque complètement l'aspect passager purement. Et ça veut dire que les aspects purement sécuritaires ne sont pas là. Je rappelle toujours que tous les chemins de fer africains émanent de l'époque coloniale. C'est vieux de 100 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand vous donnez une concession à quelqu'un, il doit vous donner toutes les assurances, comme on le fait aujourd'hui au Nigeria et en Afrique de l'Est, que dans l'espace de 15, peut-être 30 ans, nous allons vous mettre dans des conditions qui sont telles que votre outil de production sera arrimé aux standards internationaux. Ça veut dire que ça pourrait aller à 100 à l'heure, on développe ça tout à l'heure avec la politique. Une seconde, oui. Je voulais revenir à l'observation de mon compagnon. Tout à l'heure, il a parlé de 40 km que le Niger a presque 200. Il faut vous dire une chose. Le chemin de fer camerounais est l'un des meilleurs chemins de fer d'Afrique noire, c'est politique. Meilleur comment en termes de performance. La portion Ezeka-Makakou, vous voyez, c'est 90 km à l'heure. Mais il arrive de moment, lorsqu'il y a les travaux, c'est une partie de voie, qu'on puisse mettre les ralentissements, un peu les ralentissements de 40. Je ne veux pas dire que Makak et Zeka, c'est 40 non. Alors mais quand vous parlez même de ça, alors c'est trop lent. Finalement, ce qui est indiqué dans le rapport et le développement qui est fait par Elias Zekongo, ça vous conforte dans le développement que vous faisiez déjà ici au lendemain de cette catastrophe-là, à savoir que sur le plan technique, sur le plan sécurité, il faut interroger bien évidemment la responsabilité de celui qui a décidé de mettre ces véhicules en marche. Effectivement. Moi, je crois que tout ce problème revient à la sécurité, c'est-à-dire que c'est le responsable sécurité qui est le maillon essentiel, c'est-à-dire qu'il faudrait que dans les entreprises, en fait on va arriver à la partie recommandation, c'est-à-dire que le problème actuellement, comme Elias l'a dit, c'est un problème de responsabilité, c'est-à-dire que le conducteur a pris ses responsabilités, il a dit à la sécurité, bon voilà, il y a un problème. Maintenant, quel que soit l'avis des politiques, même si on crée de l'influence, quand le responsable de sécurité dans une société a dit que rien ne bouge, rien ne bouge. Et ici, il a parlé de Cotraf. Quand Cotraf dit, donc, si on voit ça peut aller, allez-y, c'est plus la sécurité. C'est-à-dire quand la... Non, on juge, le Cotraf juge. Si la majeure, par exemple, où une locomotive est impuissante,
C'est normal, ça ne peut pas créer un incident. Si le comité est impuissant, il peut partir. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans le cas présent, c'est la COTRAF qui a donné le OK au conducteur. Le conducteur avait fait, je ne sais pas qui, mais tel que vous expliquez. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que le conducteur a signalé. Voilà la question, on ne sait pas. Duval. Dans tous les cas, il a signalé l'anomalie. Alors, on reste avec vous sur le dernier aspect de votre intervention, parce que vous allez céder votre siège aux hommes politiques tout à l'heure. Alors, quelles sont les leçons qu'il faut définitivement tirer de cette catastrophe-là, notamment sur le plan technique et sécurité? Moi, d'abord, il y a le dernier point, qui est la continuité. Oui. C'est ça qui ne passe pas. Ça fait le tic. Qu'est-ce qu'on entend par continuité? Parce que quand moi j'ai lu, le rapport est bon, l'enquête, dans l'ensemble, c'est bon, dans l'ensemble. Mais ce quoi, c'est la continuité. Qu'est-ce qu'on entend par continuité dans le système de freinage ferroviaire? Ce n'est pas un problème de Cameroun, c'est partout dans le monde entier. Je prends l'exemple simple que les téléspectateurs comprennent. Vous avez une maison, okay, avec 4 chambres. Vous reliez ces chambres entre elles par des tuyaux, avec des flexibles et un robinet d'arrêt pour chaque chambre. Et vous raccordez ça au tuyau principal qui vient de Cameroun des eaux. Ok? La continuité, c'est quoi? C'est s'assurer qu'on a relié tous les tuyaux des wagons, les chambres, qu'on a ouvert chaque robinet et que l'eau parte de la SNEC jusqu'à la dernière chambre. Dès que vous ouvrez le dernier robinet de la chambre, que l'eau coule. C'est ce qu'on appelle la continuité. Parce que quand vous voyez le baron, chaque baron est indépendant. Le freinage de chaque baron est indépendant. Nous sommes à 5. Moi, je suis indépendant de vous. Je suis indépendant de moi. Chacun de nous est indépendant. C'est pour mettre en relief le système de défaillance. Donc, quand on dit continuité, parce que quand je lis dans le rapport, oui, c'est ce qui n'a pas été minutieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons eu en 1992 un train qui avait déraillé dans les mêmes conditions. Tout le train était parti en bourse. Duval, s'il vous plaît. Oui, entre Macaque et Zeka. Tous les trains étaient partis, justement parce que quelqu'un avait fermé la continuité. Ok, d'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut tirer, il dépasse Macaque. Dès qu'il attaque le Macaque, c'est la descente. Après ça, il commence dérive. Et dans une coupe, ça veut dire que vous invitez à plus de vérification, plus de vigilance. Comment est-ce qu'on a fait les essais de frein en gare? Donc ça veut dire qu'il y avait des wagons qui n'étaient pas, je sous-entends, qui n'étaient peut-être pas accouplés au reste de la rame. Puisqu'on dit la continuité. D'accord. Compris, c'est pas ce qu'on avait compris. Très bien compris. Donc ça, c'est le premier aspect. Oui. Est-ce qu'il y a un autre aspect qui retient votre attention en ce qui concerne les recommandations pour qu'on évite à l'avenir les pareils drames sur le chemin de fer? Je voudrais également apporter une petite précision sur le dépassement de vitesse. Oui. Le dépassement de vitesse, c'est très vaste. Par exemple, le dépassement de vitesse pour nous, les ferroviaires, il y a le point de vitesse, il y a les excès de vitesse, il y a les dérives. Les gens ne font pas cas de ça. Alors, dans le cas de Zeka, c'était une dérive. Pour moi, c'est une dérive. Bon, ce n'est pas ce qui est dit dans le rapport en tout cas. Non, le rapport pas de dépassement de vitesse. Ça veut dire, dépassement de vitesse, c'est quoi? Ça veut dire, comme le monsieur dit tout à l'heure, la vitesse c'est 40. Mais lui, il a dérivé avant. Ok. Ok? Il a dérivé avant. C'est-à-dire, au lieu d'aborder la zone à 40, il vient déjà en dérive, peut-être à 80, 90 à l'heure. Il est dans la zone de 40 à 90. Il a un dépassement, mais il a une dérive. D'accord. Parce que quand vous regardez la continuité, ça peut jouer à la dérive. Cette continuité-là. Parce que c'est ça qui retient mon attention. Parce que c'est là tout, pour moi, c'est l'un des nœuds du problème, la continuité. Parce que c'est très compliqué.
détail. Très bien, merci, merci Elias Nkoumou d'être venu sur ce plateau. On va vous remercier pour l'expertise que vous avez apportée pour permettre de bien comprendre cet aspect technique et sécuritaire du rapport. On va vous remercier. Vous allez donc céder votre siège à Charles-Élie Zanzan qui va donc nous retrouver sur ce plateau. Et cela nous permet donc de conclure également, enfin de développer avec vous, Fabien Essomo, sur la question des assurances. Alors, il y a eu la catastrophe ferroviaire des ECA, ce n'est pas la seule catastrophe. Il y a eu par le passé d'autres catastrophes. Je crois qu'il y a eu le lac Nyos, il y a eu l'incendie du wagon citerne à SCDP sur les rails de Sam. Alors, ces catastrophes-là, comment cela a été géré du point de vue de l'assurance? D'accord, merci Duval. J'interviens ici en tant qu'expert consultant indépendant extérieur. Je ne représente pas une compagnie d'assurance quelconque. Non, personne ne l'a dit ici. Sur ce plateau, parlant d'indemnisation en matière d'assurance, je crois que l'émission 237 devrait inviter les assureurs, ou du moins l'assureur de Camaraï. N'étant pas là, intervenant comme expert indépendant extérieur en matière d'assurance, j'ai dit ce n'est pas la première catastrophe. Nous connaissons qu'il y a eu des catastrophes. J'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire qu'il y a deux types de catastrophes. Les catastrophes naturelles qui surviennent indépendamment de l'homme et les catastrophes d'origine humaine. Nous avons vu la catastrophe du lac Nyos, c'est une catastrophe naturelle. Nous avons le volcan du Mont Cameroun, c'est une catastrophe naturelle. Nous avons des catastrophes comme l'incendie du wagon citerne de Sam, qui est une catastrophe d'origine humaine. Nous avons cette dernière catastrophe, franchement, qui a endeuillé le peuple camerounais, 119 Camerounais qui périssent à l'immédiat. C'est pour ça que le rapport indique de façon claire la responsabilité à titre principal des Camaraï. Donc maintenant, en matière d'indemnisation, nous n'entrons pas directement dans nos systèmes d'indemnisation. Il faut toujours savoir que lorsque une catastrophe survient, quelles sont les personnes, les intervenants? Le premier intervenant d'une catastrophe, c'est l'État. L'État, dans le cadre de son devoir régalien, doit assister les populations, les victimes, et doit agir immédiatement. Ces agissements de l'État interviennent dans le cadre de l'assistance. Ça n'a rien à voir avec vous l'avez indiqué tout à l'heure. Et le deuxième acteur? Maintenant, le deuxième acteur, c'est le transporteur. Qu'il soit terrestre, aérien ou ferroviaire, il est le deuxième acteur. Le transporteur est tenu de l'obligation de résultat et non de l'obligation de moyens. Lorsque vous affrétez un train ou l'avion, vous aviez l'obligation de déposer Duval à bon port, tel que vous l'aviez pris, sans égratignure. S'il a quelques égratignures, vous devez l'indemniser. Ça, c'est l'obligation de résultat. L'obligation de moyens, c'est l'obligation qui pèse sur le corps médical. Il met tous les moyens scientifiques en œuvre pour tenter de sauver une vie. Alors, donc vous dites, dans le cas de l'obligation des résultats, il peut arriver qu'on soit dans une situation où l'entreprise a une assurance ou pas. Voilà, il y a deux cas de figure. Déjà, j'étais au niveau des intervenants. Il y a l'État, il y a la société de transport. Bon, il y a d'autres. En matière d'assistance, il ne faut pas seulement voir l'État, il y a les populations. Nous avons tous l'obligation d'intervenir lorsque un incident ou une catastrophe se passe quelque part. C'est dans le cadre des actes de bénévolat. Vous ne pouvez pas croiser les bras pendant qu'un train vient de dérailler. Dans votre environnement, vous vous asseyez dans une vente emportée, et il y a des morts. Vous devez intervenir avant même que les autorités n'interviennent. Maintenant, au niveau de l'entreprise d'assurance, il y a deux cas de figure. Est-ce que Camaraï est assuré? Si oui, il est assuré. Pourquoi? C'est une assurance corps, c'est-à-dire c'est les wagons qui sont assurés, les dommages matériels. C'est une assurance de transport des facultés, c'est-à-dire les produits transportés qui sont assurés, ou une assurance de responsabilité. Il
faut le définir. Qui assure Camrail? Quelle a été l'assurance que Camrail a souscrite? C'est une assurance de responsabilité qui est d'ailleurs une assurance obligatoire. Hein. Camrail intervient pour l'indemnisation des victimes, dommages matériels et dommages corporels confondus. Ok. Alors maintenant, il y a un dernier aspect avant de vous laisser partir. Le président de la République a débloqué 1 milliard de francs CFA. Vous avez bien indiqué que cela n'a rien à voir avec l'indemnisation. Alors, on fait un peu de science-fiction. Hein. Ce milliard-là, on le partage comment? C'est qui l'ayant droit? Est-ce qu'on va le donner aux blessés? Est-ce que ça concerne également les disparus? Il y a déjà une polémique même sur le nombre de morts. Comment ça se gère? Duval, si vous aviez souvenance, lorsque cette catastrophe survient, nous avons eu l'information que l'État du Cameroun a débloqué l'argent à hauteur de 1,5 million pour chaque victime, hein, pour l'assistance médicale. D'accord? Aujourd'hui, on nous parle d'1 milliard. 1 milliard, c'est pour les 79 morts ou les 590 blessés. Moi, je pose la question. Bah, moi, je réponds. Je crois que tu vas mieux traiter ce problème avec, sur le plateau, avec le politique. Mais non, c'est tellement important. 1 milliard, qui gère le milliard? Il faut que dans le rapport, ou il fallait que dans le rapport, qu'on nous dise, le milliard est destiné à quoi? Et à qui? Qui va gérer ce milliard? C'est pour l'indemnisation. L'État du Cameroun s'est substitué à Camrail. Pour quelle raison? Et si l'État du Cameroun s'est substitué à Camrail, ça veut dire que Camrail n'était pas assuré. Ça devient très grave. Qui va gérer le milliard? Le tout n'est pas de présenter le milliard. Moi, je ne suis pas là pour des questions politiques. C'est le gouvernement, puisque le président a indiqué... Alors, le gouvernement, il a débloqué le milliard en termes, pour moi, termes d'assistance. Absolument, complémentaire. Aux victimes. Complémentaire, non, ça veut dire qu'il y a une assistance. Aux ayants droit des victimes. D'accord. Okay. Il y a maintenant l'indemnisation. Duval ne me coupe pas la parole. Il faut creuser l'aspect de l'indemnisation. C'est important. Parce que nous sommes là pour édifier le public, et particulièrement les victimes et les ayants droit des victimes. Comment se fait l'indemnisation lorsque une société comme Camerco, comme Camrail et consorts sont assurés? Oui, quel est le processus assez rapidement? Le processus, c'est que, premièrement, on détermine les responsabilités. L'ingénieur qui est parti tout à l'heure, l'ancien de la régie Fercam a dit, bon, lorsque il est établi que les garanties sont acquises, le processus d'indemnisation, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évaluation des préjudices subis par les victimes. Et qui le fait? Alors, qui le fait? C'est là où se situe le problème, et j'aimerais que le public camerounais comprenne, et particulièrement les victimes et les ayants droit, que l'indemnisation, c'est un problème qui peut se négocier, mais ça ne doit pas se négocier. Il faut que les ayants droit sachent qu'est-ce qu'il faut demander en termes d'indemnisation. Je prends un exemple. Monsieur Saumon, cadre des assurances, père de 4 enfants, grand-père de 3 petites filles, décède, il n'a plus de revenus. Ok. Vous évaluez, comment vous évaluez mon préjudice? Quels sont les préjudices que j'ai subis? Quels sont les préjudices que ma famille a subis? Jusqu'à mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Comment on doit les indemniser? Ça veut dire qu'il faut consulter. Il faut consulter. Très bien. Ça, vous avez trouvé le mot. Bien. Dites à toutes les victimes et aux ayants droit qu'en cette matière qui ne se précipite pas, qu'ils aillent à la rencontre des experts. Ils sont constitués en collectif et ils ont d'ailleurs des avocats qui les défendent. On va vous remercier, Fabien Issomo, d'être venu sur ce plateau. Merci pour cette expertise et on va très souvent vous solliciter sur les questions d'assurance. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau et surtout pour cette analyse que vous avez faite. Vous allez céder votre siège à Franck ici, qui est secrétaire général du CPP et qui est en politique, qui va donc nous retrouver sur ce plateau. Alors, Bernard Moncam, sur cette question-là, enfin, on a parlé tout à l'heure de l'aspect technique. Bon, je crois qu'on a balayé de façon globale. On est revenu également sur la question de l'indemnisation. Est-ce que cet aspect doit prendre en compte
les origines du drame, parce qu'on a beaucoup, enfin, dans ce rapport, hein, lorsqu'on parcourt le communiqué, on n'a pas l'impression qu'on est parti de Magnaï où il y a eu rupture avant de se retrouver. Est-ce que ce sont des éléments qui, de votre point de vue, doivent être pris en compte dans l'analyse, je veux dire quoi, non seulement dans le rapport, mais également dans les indemnisations et tout ce qui va avec? Je pense que quand on parle des causes de la catastrophe, normalement, s'il fallait remonter plus loin, on serait arrivé à la nationale numéro 3 qui a été coupée, puisque c'est dû à parce que la nationale numéro 3 était coupée que tout le monde, la foule s'est déportée sur Cam-Rai. Donc la cause première, c'est la nationale. Mais dans une commission d'enquête comme celle-là, on ne peut pas remonter jusqu'à cette... puisqu'on veut serrer, parce que si on remonte jusqu'à là, on va se rendre compte que le ministre des Travaux publics est impliqué et tout et tout. Donc on s'arrête au niveau de Cam-Rai. Et le rapport... là, si bien dit, c'est Cam-Rai qui est responsable. Moi, je pense que pour l'indemnisation, le milliard prévu par le président de la République, il a bien dit que c'est à titre complémentaire. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils savent déjà que Cam-Rai aura des difficultés pour indemniser. Ça, c'est déjà clair, parce que Cam-Rai a déjà commencé. Donc, ils viennent en appui. Ça peut être divisé, parce qu'on attend peut-être un décret d'application. Vous savez que quand la présidence sort un décret ou, je ne sais pas moi, une directive, après, il y a le décret d'application qui vient. C'est dans le décret d'application qu'on donne les détails. Comment l'argent sera géré, qui va gérer. Donc, tout ça, ce sera fait ultérieurement. Bon, le président, ce communiqué indique de façon claire à la fin que le gouvernement est chargé de la mise en application des instructions qui sont contenues dans le dit rapport. On retrouve donc sur ce plateau Charles-Élie Zanzan. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Voilà, vous êtes homme politique, vous êtes président de la section JRDPC. Vaury 2, c'est bien cela? Voilà, merci de nous avoir rejoints. J'introduis également Franck ici. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes homme politique et vous êtes secrétaire général du CPI. J'aime bien ajouter que vous êtes également membre du mouvement Stand-Up for Cameroun. For Cameroun. Voilà, c'est bien cela. Voilà, c'est bien cela. Et vous avez fait un rapport, en tout cas une réflexion au lendemain de cette catastrophe-là. Alors, quand vous parcourez ce communiqué-là, quelle est la première impression que vous avez? On a envie de dire 7 mois pour ça, parce que fondamentalement, en termes d'information sur les causes de ce drame, on n'a rien appris de nouveau. 10 jours après le drame, l'essentiel de ces informations était déjà connu de l'ensemble des experts et du public, parce que ça figurait dans vos journaux. La deuxième chose qui est frappante, c'est le fait que, manifestement, la responsabilité des ministères, les différents ministères, celui des transports, celui des travaux publics, celui de la santé et celui de l'administration territoriale, n'a pas été relevé. Et à ce sujet, justement, je crois avoir lu quelque part qu'on ne comprend pas pourquoi on ne voit pas de façon précise la responsabilité de l'État. Pourtant, on sait que ce gouvernement, d'ailleurs, a acquis des wagons chinois. Enfin, je ne sais pas si ces wagons chinois sont un problème ou ont eu une responsabilité dans cette catastrophe-là, mais on indique par exemple que ces wagons chinois ont également été acquis par l'État du Cameroun, entre autres éléments qui sont, je veux dire, versés dans le dossier pour justement indiquer la responsabilité plus ou moins ceux du gouvernement dans cette catastrophe ferroviaire. Oui, effectivement, mais il est important de signifier que la première responsabilité, c'est dans, si vous voulez, des défaillances en termes d'investissement dans ces secteurs importants que sont le domaine routier et le transport ferroviaire. Parce que vous voyez bien que, et c'est en ça que le ministère des Travaux publics semble échapper, mais qui est lié, c'est qu'il y a bien des audits, des rapports qui pointait déjà les défaillances qu'il y a sur l'axe routier Douala-Yaoundé, que bien des années, on avait déjà indiqué qu'il fallait absolument refaire cet axe-là, et que malheureusement, ça n'a pas été fait à temps. Pourtant, ce n'est pas les ressources qui manquaient. La preuve, c'est que suite à cette catastrophe, on a rapidement mis en branle un certain nombre de moyens. La deuxième chose, c'est en tant que régulateur, parce que c'est l'État qui, avec Cam-Rai, signe des concessions et a la charge de veiller que le cahier de charge de l'entreprise et le respect des normes, notamment en cas extraordinaire, comme une telle catastrophe, soit respecté. Je donne l'exemple, c'est-à-dire que ce n'est pas normal que
le ministre donne des instructions pour que Camrail et Cameco prennent en charge, puisque sur le plan routier, on ne peut plus circuler, le transport des Camerounais, et qu'il n'y ait pas un dispositif pour s'assurer que, du fait justement du caractère extraordinaire de la situation, il faille être très vigilant sur justement le déploiement opérationnel de ces entreprises. Donc il me semble que même si au niveau de Camrail, des responsables par la part du gain ou bien par un manque de responsabilité ont clairement, si vous voulez, une responsabilité directe dans ce qui est arrivé, il se trouve que les Camerounais n'ont pas un contrat direct avec Camrail, ils ont un contrat direct supposé avec ceux qui dirigent, et ces derniers ont la responsabilité de faire en sorte que les opérateurs privés puissent remplir leur travail. Alors Charles Lisan, quelle est la première analyse que vous faites en lisant ce rapport? Vous dites bravo, un rapport qui permet d'avoir de la lumière sur ce qui s'est produit à Ezeka. Bon. Je vais d'abord tout de vous dire que dans tout ce qui s'est passé au Cameroun au niveau des catastrophes, que ce soit les accidents de grandeur nature, il y a toujours eu des commissions d'enquête. Sauf que la gestion politique est quelque chose où il faut gérer les vérités variables. Je le dis toujours, on n'est pas en politique pour faire plaisir, on n'est pas en politique parce qu'il faut gérer un pays, il faut gérer des sensibilités. Il y a toujours eu des commissions, il y a toujours eu des rapports. Maintenant, le président de la République va prendre des actes des différents rapports qui viennent et donner la mesure de ce qu'il faut faire. Dans le cas d'espèce, on peut dire Eureka. Le rapport commis par la commission Yang, il faut d'abord dire qu'il a été remis à temps. Parce que c'est le 25 octobre que le président de la République a prescrit. 25 octobre. Non, c'est le 25 octobre que le président de la République a prescrit au Premier ministre de mettre en place la commission d'enquête. Et on lui a donné 30 jours pour remettre le rapport. Et il a remis ce rapport dans les délais. Parce que j'ai cru entendre tout à l'heure qu'il n'a pas donné 7 mois. Non. Maintenant, c'est le temps que prend le président de la République pour évaluer les conclusions du rapport et pour mettre en œuvre la décision qu'il a prise hier. Voilà comment les choses ont été gérées. Il faut d'abord dire ça au Camerounais. Que ce n'est pas que la commission a pris 7 mois pour produire le rapport. Non. Voilà, ça c'est d'un. Et de deux, dans Ecclésiaste, il est dit, rien n'est jamais trop tard. Le président de la République doit gérer des familles qui ont perdu des membres. Tout à l'heure, je ne fais que suivre le milliard, la responsabilité de Camrail. Mais est-ce qu'on parle de la stèle qui va être érigée? Est-ce qu'on parle de ça? C'est-à-dire, il faudrait que les Camerounais se souviennent qu'à cet endroit, des Camerounais ont péri. Et qu'après, nous devons donc nous remettre en question pour que ce genre de choses n'arrive plus. Et le rapport dit tout cela. Et dans le même rapport où Philémon Yonke, Premier ministre, a parlé, il a pointé, il a indexé les lenteurs du gouvernement en matière de réactivité lorsqu'il y a ce genre de catastrophe. Et c'est fait et c'est écrit. Et quand le président prescrit donc tout cela, il prescrit aussi en même temps le renforcement de ces unités de réaction pour que ce genre de choses n'arrive plus. Donc moi je suis heureux, je suis content et je peux dire quand même on épousera la forme du temps, parce que ce n'est pas le temps qui épouse la forme, mais c'est plutôt une forme du temps. Alors, on revient tout à l'heure sur l'implémentation de ces mesures, parce qu'une chose est de commettre un rapport, et puis l'autre est effectivement de mettre en application des mesures qui sont contenues dans le rapport, non seulement pour gérer cette catastrophe de façon efficiente, mais surtout pour éviter d'autres catastrophes à l'avenir. On revient sur l'implémentation tout à l'heure, parce que le président a bien indiqué que le gouvernement est chargé de l'application, de l'implémentation. Alors, comment cela va se faire? Avant de revenir à vous, je reviens avec le docteur Idu Ongori sur cette question de contrat. Et puis, on a indiqué dans ce rapport, Georges Idu Ongori, que l'État, donc il faut penser et réfléchir sur la création d'une société de gestion du patrimoine. Est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire pour vous? En fait, c'est une innovation, en fait, dans ce secteur. Cependant, ça existe déjà ailleurs. Dans le secteur de l'eau, par exemple, il y a... Avec Camwater et CDE. CDE. Bon, je crois que c'est une démarche déjà beaucoup plus saine
Parce que dans la logique où nous sommes aujourd'hui... Qu'est-ce que cela va apporter de façon palpable, de façon concrète? Ça va résoudre quel problème? Voilà, d'une part, le concessionnaire ne sera plus totalement juge et partie, parce que aujourd'hui, il est véritablement, en fait, il est au début et à la fin du processus. Et dans tous les cas de figure, il n'y a pas un dispositif de contrôle suffisamment efficient, qui soit suffisamment détaché de ce qui se passe sur le terrain. Donc, il n'y a pas un espace d'observation qui est déconnecté du secteur. Bon, vous l'avez indiqué, ça existe déjà avec Camwater et CDE. Ça existe. Maintenant, pas le sentiment qu'on est sorti de l'auberge, là. Naturellement, je n'ai pas trop l'impression. C'est pour cela que je reviens toujours là-dessus. Je dis ceci, nos économies sont en train d'avancer. Ces pays et le continent, d'une manière générale, représentent bientôt le quart de la population mondiale. Ça veut dire que le transport ferroviaire devient rentable, aussi parce que les classes moyennes sont en train d'émerger. Donc les gens sont prêts à dépenser. On ne peut pas concéder des outils de ce type à des personnes qui n'attendent que de profiter. En fait, plus il y a des populations, vous savez que tout ce tissu, le réseau de transport a été pensé dans des logiques coloniales pour raccorder les exploitations minières et agricoles au port. Mais aujourd'hui, on constate que dans les villes intérieures, il y a de plus en plus de population. Ça veut dire que le marché, véritablement, est là. On peut exploiter les économies de localisation, on peut exploiter les économies d'urbanisation. C'est ce que fait le Nigeria aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à la Corne de l'Afrique. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'on est peut-être un tout petit peu en retard par rapport au reste. C'est vrai, le système, le secteur ferroviaire au Cameroun semble être l'un de ceux qui, il y a 10-15 ans, étaient les plus performants dans la zone subsaharienne après l'Afrique du Sud, mais cependant les autres sont en train d'aller d'avancer très rapidement. Il faut suivre le mouvement. Il faut suivre ce mouvement. Alors Bernard, on campe sur cette question-là. Est-ce que vous avez le sentiment que cette mesure prescrite par le chef de l'État, de façon précise sur cette question-là, de la création des sociétés de gestion du patrimoine, cela peut permettre fondamentalement de révolutionner quelque chose? On indiquait, on l'a vu dans le cas du secteur de l'eau, avec Camwater, société de patrimoine, et puis CDE, dans le secteur, je crois dans le secteur de l'électricité aussi, avec le DC, voilà, Néo, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose? Non, ce qu'il faudrait savoir, c'est que généralement, quand l'État fait des concessions à des entreprises privées pour gérer un domaine, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a les infrastructures qui sont lourdes, les investissements au niveau des infrastructures qui sont lourdes, qui ne peuvent pas être supportés par la société à laquelle on a cédé l'entreprise. Ce qui fait que l'État est obligé de dissocier, de créer une société de gestion du patrimoine, comme on a fait à Camwater, parce que là, ça va engloutir des milliards. Et l'État veut gérer ces milliards-là. Donc, on ne veut pas, et cette société ne peut même pas mettre cet argent. Donc, c'est la même chose. Donc, pour Camwater, ce n'est pas pour demain. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que les gens disent, la gestion du patrimoine, cette société de gestion du patrimoine devrait revoir tous les rails. Parce qu'actuellement, les rails, actuellement au Cameroun, l'écartement est de 90. 90, c'est la voie métrique. Oui, normalement, ça devrait être 1,20 m. Parce que même quand celui que M. Eliaski était là parlait on a le système le plus bon performant. C'est le plus ancien. C'est ancien, c'est dépassé. C'est la voie métrique. Donc les voies maintenant, il faut maintenant qu'on revoie tous. C'est même pour ça qu'au niveau des courbures, chaque fois il y a des problèmes. On doit freiner, des freinages et tout. Donc c'est un système de rail qu'il faudra tout démanteler. Donc ce qui fait que c'est cette société de patrimoine qui devra venir maintenant avec l'apport de l'État. Ce ne sera plus Camrail, ce ne sera plus Bolloré qui va gérer cela. Bolloré ne peut pas s'engager dans cet investissement-là. C'est lourd. Oui, c'est très lourd. Donc c'est pour ça qu'une société de gestion de patrimoine s'impose. Alors on a eu l'impression, en écoutant cela, on a eu l'impression que l'État était en train... Franck, ici pour vous, c'est quoi? Est-ce que l'État est en train d'essayer de rattraper les insuffisances
d'une privatisation, je vais dire ça comment, manquée, ou bien on est en train de trouver un moyen pour revenir en rasant les murs à une forme de renationalisation du Cameroun. Non, écoutez, déjà, je voulais dire que quand il y a, si vous voulez, un problème comme celui-là qui se pose et qu'on nous parle d'une telle institution, première précision, je crois qu'elle existe déjà dans la Convention. Et je crois que dans le communiqué, on indique juste qu'on va l'activer, on va véritablement passer à sa mise en œuvre. Donc, c'était à penser. Donc, il y a des réponses institutionnelles qui sont apportées. Est-ce qu'il faut une telle institution? Maintenant, ce qu'on doit regarder de près, c'est le contenu. Le contenu en termes de, voilà, quelles seront ses missions, quels seront ses moyens, quelles seront ses logiques concrètes d'intervention au regard de ce qui existe comme acteur sur le terrain. Et là, si on commence à observer ce qui se fait dans les domaines connexes comme l'eau, l'énergie électrique, etc., on se rend compte qu'on est rattrapé par une réalité camerounaise. C'est qu'une idée peut être bonne sur le papier, maintenant les institutions, les acteurs censés mettre ça en œuvre passent à côté. Je donne l'exemple de la formule de tutelle administrative de l'État sur certaines entreprises parapubliques. Donc le fait d'avoir un président du conseil d'administration qui suivait le manager, qui est le représentant peut-être des intérêts privés qui conduisent. Beaucoup d'entreprises rendent des rapports qui sont toujours excellents, validés par les conseils d'administration, et ensuite les DG se retrouvent en prison pour détournement, etc. Donc ça, c'est une réalité camerounaise où on est passé maître dans l'art d'écarter les normes, de normaliser les écarts. La corruption ambiante fait en sorte qu'une bonne idée peut être implémentée de façon catastrophique. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dégager, voilà, dans l'analyse et dans la projection en termes de mise en œuvre de ce type d'institution, ces paramètres liés humains. Maintenant, moi je ne dirais pas comme M. Mungouri que vraiment on a des petits retards à rattraper. Nos retards, j'ai envie de dire qu'ils sont immenses. Parce que regardez le réseau même qui est en train de se détruire sur le terrain. Il date avant que moi je naisse. Moi je suis né dans les années 80, début moitié, 84-85. Mais il y avait un réseau qui couvrait une partie du territoire plus importante que celle d'aujourd'hui. Ça ne date pas seulement de 15 années. Depuis plus de 30 ans, on était plus avancé qu'aujourd'hui. Donc c'est très grave. Ça veut dire qu'on a profondément régressé. À côté, on parle de TGV. On ne peut plus encore venir nous dire que ce qu'on a là comme, je ne sais pas, vieille breloque, c'est ça l'avenir. Donc il me semble qu'il y a toute une réflexion à mener. Je parle même de modèle, en termes de quel est notre modèle en termes de transport ferroviaire qui soit à la fois rentable, sécure et qui soit à la pointe de ce qui existe aujourd'hui. Donc ça, c'est une réflexion qui doit s'ouvrir, mais je ne sais pas si, malheureusement, ceux qui animent ce secteur ont cette intention, ont cette vision, parce que manifestement, on est en panne de vision. Parce que si on avait cette vision, au moment où on choisit un concessionnaire, on peut savoir si oui ou non il peut nous accompagner dans l'implémentation de telle vision. Oui, mais les conditions dans lesquelles, effectivement, cette privatisation s'était opérée et le choix de concessionnaire, on a eu l'impression à un moment donné qu'on n'avait pas suffisamment les coups des franches. Écoutez, je crois qu'il y avait trois principes. On y allait un peu avec... Non, la privatisation était biaisée chez nous. C'est-à-dire que, comme beaucoup de choses, c'est-à-dire en soi, quand une entreprise qui est du patrimoine public entièrement, à cause de nos réalités à nous, est mal gérée, n'est pas rentable, vit sous les perfusions en termes de subventions, et qu'on nous dise qu'il faut la privatiser, il faut la céder à des gens qui sont beaucoup plus soucieux de la rentabilité, de la performance, en soi, ce n'est pas mauvais. Donc la privatisation, ce n'est pas forcément aller basculer vers la mauvaise performance et la mauvaise qualité des services aux usagers. Par contre, tout comme l'étatisation, ce n'est pas aussi une solution. Donc il faut même toujours voir au cas par cas la réalité déjà du secteur. Il y a des secteurs stratégiques qu'on ne peut pas confier à n'importe qui. Et maintenant, ce qui est proposé comme offre, la matière humaine, le projet économique qui est mis devant nous. Et c'est au cas par cas qu'on peut juger qu'ici, la privatisation peut porter ou pas. Et dans le cas du Cameroun, je crois qu'il y avait trois principes. Il y avait le principe de l'évaluation préalable, le principe de la concurrence, et je crois qu'il y a un autre principe qui devait régir justement les processus de privatisation. Malheureusement, l'évaluation était très souvent biaisée, la concurrence n'était pas toujours respectée, et l'information n'était pas disponible pour tous les acteurs pour qu'ils puissent venir concourir sainement. Alors, Charles Élisant, sur cette question de façon précise, est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Est-ce que vous avez des réserves à émettre? Parce que là, dans le mouvement de Franck, ici, on voit très bien que, au départ, c'est quelque chose de bien,
Mais maintenant, dans l'implémentation, on peut se retrouver avec un process qui est corrompu du fait justement, soit peut-être un mauvais casting des individus qui sont chargés justement d'implémenter ces mesures-là, ou bien avec des gens qui, peut-être un bon casting certes, mais qui dans le process peut-être finalement peut être biaisé. Je rappelle que sur Equinox, on a écouté ce soir un expert qui indiquait que sur la question de la privatisation, il y a un problème qui s'est opéré, c'est qu'il n'y a pas eu un suivi. Il n'y a pas eu, on n'a pas fait un follow-up. On a eu l'impression qu'on a bradé les entreprises et puis l'État a disparu. Et par la suite, on ne sait plus très bien ceux qui ont pris en concession cette structure-là, ce qu'elle faisait. Il n'y avait personne pour contrôler et savoir si effectivement on était sur une bonne voie ou pas. Oui. Est-ce que cela ne peut pas permettre d'être un tout petit peu dubitatif sur l'efficience de cette société de gestion de patrimoine, par exemple? Non, Duval, tu constateras que dans les politiques économiques mondiales, on nous a cassé la tête avec les Adam Smith, Elton Mayo, Milton Friedman, parce que nous avons acquis pour principe fondamental religieux, comme un dogme, que ce qui faisait là-bas pouvait aussi être chez nous. On a eu à signer des conventions avec les bailleurs de fonds internationaux qui, à un moment donné, n'ont pas regardé de manière succincte les réalités de nos États. Vous remarquerez donc que, comme en Europe, le nouveau dirigeant vient d'une certaine... Vous avez remarqué comme en Europe, le nouveau dirigeant vient d'une certaine catégorie de personnes qu'on peut dire des zombies. Vous remarquerez aussi que les politiques nationales économiques mises en place chez eux, qu'on faut les copier chez nous, sont en train d'échouer. En clair, je veux dire les processus de privatisation qui sont issus des plans d'ajustement structurel imposés par les bailleurs de fonds, à ce moment-là, aux États africains, sont en train d'être mis de côté. Alors, il faut donc repartir vers la renationalisation ou l'étatisation, comme a dit Franck, de nos entreprises. Maintenant, comme je dis toujours, toute structure n'est que le reflet des hommes qui la constituent. Ce sont des Camerounais, aujourd'hui, qui se plaignaient de la privatisation des entreprises avant, qui sont en train d'être renationalisés. C'est maintenant à eux de prendre les choses en main et de diriger ces choses-là. Pour moi, la société de patrimoine est très importante parce que il s'agit d'abord d'un truc de souveraineté. De deux, n'oublions pas que nous sommes à la porte de tout ce qu'il y a comme remous social et des attaques frontalières. Le chemin de fer au Cameroun, à un moment donné, on a cru que c'était un truc qu'on faisait le patrimoine. C'est aussi partie de la colonne vertébrale de la sécurité nationale de ce pays. Dans d'autres pays, c'est les chemins de fer qu'on utilise pour transporter les armes, pour transporter les vivres, pour transporter de la nourriture dans tout le territoire. Alors, il faudrait bien que ce chemin de fer revienne au Cameroun. Parce qu'il s'agit de la sécurité nationale, il s'agit de la vie des Camerounais, et encore que le concessionnaire qui avait eu, disons, permettant la technologie de la concession, n'avait accès 90% de son travail sur le fret et non sur le transport des personnes. Ça me pousse maintenant à dire quelque chose. L'État a fait concession à Camrail de développer le rail, de travailler sur le transport des personnes et des biens. Et l'État camerounais s'est concentré sur la construction des routes et des ports. Ça ne veut pas dire, pour moi, c'est ça qui explique le retard au niveau des infrastructures ferroviaires. Il n'y a rien d'autre. C'est à ce niveau-là. Oui, sauf que non seulement ça n'a pas été maintenu à l'État, oui, mais le réseau a diminué. Sauf que il ne faut pas qu'on se cache. Quand vous avez envoyé le fil conducteur et truc, je voulais aimé qu'on s'établisse aussi un peu sur le timing pris par le président de la République. Parce que là, j'interviens en tant qu'homme politique. Et c'est pourquoi c'est à ce moment que Paul Biya, mon camarade, a pondu ce communiqué. Vous allez le dire tout à l'heure. Oui, je vous le dirai pourquoi il a fait à ce moment précis. Docteur Edimo. Donc, il y avait une petite divergence sur le fait que quand l'État a concédé à Camarail le fait de développer le secteur ferroviaire, et il s'est concentré sur le secteur routier, etc. C'est ça qui explique le fait qu'on ne soit pas... En partie. Non, je ne suis pas d'accord parce que déjà les routes au Cameroun, c'est une catastrophe. Non, c'est de votre point de vue. Allez à Babadjo et on va vous dire. Babadjo, non, on a dû faire la route Babadjo. On a inauguré. On a dû faire la Babadjo. On a commencé à au Cameroun, Franck. Je vous en prie. Arrêtez un peu de. Les Camerounais, si Babadjo est arrangé. Je le sais. Les Camerounais sont brillants partout où ils sont. Je le sais. Partout où ils sont. Bien Camerounais. Vous allez voir qu'il y a des Camerounais à la NASA, vous allez voir des Camerounais au CNRS en France, vous allez voir des Camerounais au Japon, en Corée du Sud. Vous m'avez étudié les Camerounais. Donc quand vous dites nous sommes des Camerounais,
je suis conscient de quel Camerounais auquel vous faites allusion, parce qu'ils sont nombreux à Konegi, et on sait. Donc, ils sont aussi nombreux au CPP. Ce que je veux dire ici, et ils sont libres. Voilà. C'est mon point de vue à vous. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que non, ce n'est pas. Parce que quand je parlais de la régulation tout à l'heure, la responsabilité de l'État en termes de régulation. La régulation, c'est quoi? C'est fixer les normes, les règles, l'ensemble du canevas que doivent suivre les acteurs. Et maintenant, veiller au quotidien au respect de ces dernières. Oui. Et c'est pourquoi ça ne peut pas être une excuse, parce que dans le conseil d'administration de Camaraï, mais ce sont les représentants de l'État qui sont là. Et le cahier des charges sont là. Tandis que chaque fois qu'on fait des rapports, chaque fois qu'on fait des rapports d'exercice, on doit évaluer où on en est. Mais il faut lire le rapport d'enquête. Et le ministère du Transport. Ne venez pas nous faire des leçons de politique. Il faut lire le rapport. Qu'est-ce que le rapport d'enquête dit? Écoutez. C'est ça qu'on est venu analyser ici. Donc, quand vous dites que c'est ça qui explique qu'on n'a pas avancé, c'est un problème. Et on n'a pas compris le rôle de l'État. Parce que même dans un système libéral, comme c'est l'option du gouvernement camerounais, donne au secteur privé, mais la régulation, le fait de veiller sur les normes, la qualité des services, etc., c'est central, c'est vital. Et ça demande une vigilance de tous les instants. Ça demande de se doter des outils qu'on n'a pas chez nous. En termes d'observation, de collecte des données, d'analyse, d'évaluation et de réactivité. Donc il me semble que aujourd'hui, on en parle en souriant, mais on ne se rend pas compte que c'est des vies humaines chaque fois qu'on ne fait pas notre travail qui en paye le prix. Donc il faut faire attention. Le risque zéro n'existe pas. Voilà. Et d'autre part, il n'y a pas de modèle unique. Il y a eu un Parce que vous allez voir des exemples comme GDF, SNCF en France, où l'État a plus ou moins propriétaire de ces grandes entreprises. Le Titanic a coulé, c'est au Cameroun. Tandis qu'il y a d'autres exemples. Ce n'est pas une affaire d'étatisation ou de privatisation. C'est la qualité des mécanismes. Monsieur Franck, ici, le Titanic a coulé, c'était au Cameroun. Qui marche. Voilà. C'était l'État britannique qui a fait que le Titanic coule. Alors, je vous pose la question, répondez un peu s'il vous plaît. Georges Mongori, sur la question, sur cette question-là. Je vais vous répondre à votre question. Alors, Georges Mongori, sur cette question-là, la question de la concession ferroviaire, on a noté, effectivement, parce que là, dans le rapport, dans le communiqué, on a l'impression qu'il y a un accent qui va peut-être être mis sur l'intervention de l'État ou bien une plus grande implication de l'État dans la gestion de cette structure en charge du chemin de fer. Quelqu'un a indiqué tout à l'heure sur le plateau, je crois, qu'il y avait un certain nombre d'insuffisances. On a par exemple noté, c'est vous qui le disiez, une forte concentration des pouvoirs décisionnels entre les mains d'une seule structure qui est le concessionnaire qui est à la fois juge et partie, entre autres. Et donc, lorsqu'on dit que l'État va être un peu plus impliqué, cela signifie quoi? Où se trouve la ligne de démarcation entre cette implication de l'État et l'interventionnisme étatique? Ben, écoutez, j'avoue dans un système libéral ou néolibéral. Bon, ben, déjà, j'avoue que c'est un peu difficile, hein, parce que, ben, écoutez, moi, je ne défends personne ici, mais je pense que le chef de l'État lui-même indexe souvent la lenteur administrative, et les lourdeurs et tout ce qui s'ensuit. Tout le reste, on sait que malheureusement, ça fait partie, malheureusement, un peu de notre culture ici, ce qu'il faut naturellement changer. Je pense que la modernisation qui est déjà programmée dans ce rapport-là, reconnaît de manière tacite quand même qu'il y a du retard, qu'il faut aller un peu plus vite. Je pense qu'il faut quand même regarder devant, il faut regarder à côté également, constater que les autres sont en train d'aller beaucoup plus vite, constater que d'un autre côté, il y a 85 millions d'emplois qui sont en train d'être mis à la disposition des pays en développement. Parce que l'industrie chinoise, à travers la délocalisation, à travers les délocalisations. Mais sur l'aspect de l'implication de l'État dans cette structure-là, est-ce qu'on peut penser un modèle du genre comité de gestion, enfin je ne sais pas, c'est-à-dire que permettre effectivement à l'État de rentrer dans l'organisation, la gestion de cette structure-là, parce que je me souviens que Citrafer, à un moment donné, dans un rapport qui avait été adressé à l'État du Cameroun, justement un rapport avec la gestion du chemin de fer, proposait par exemple ce comité de gestion sous la supervision de l'État, regroupant les responsables, les experts, les différents acteurs, entre autres, qui devaient travailler sur le suivi et l'évaluation continue et permanente
du travail qui est fait par cette structure-là. Est-ce que ce serait un rêve ou bien cela... Mais non, c'est pas un rêve. Vous savez, on pense bien ici, hein, on va même très loin, parfois mieux que les Européens. Mais en fait, le fait est que c'est les hommes qui gèrent souvent ces sociétés de gestion, c'est les hommes qui prennent des décisions. Et malheureusement, nous sommes devenus experts en matière de corruption et en matière de faux. Dans ce pays, il faut le dire ainsi, je crois. Nous n'aimons pas toujours notre pays suffisamment. C'est pour cela que, naturellement, on est en droit de se demander est-ce qu'on pourra le faire. Je reviens encore sur cette question. Aujourd'hui, notre problème principal, c'est essentiellement l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes ne pourra être véritablement être traité que si nous créons un environnement qui est attractif. Si nous avons un réseau ferroviaire, un réseau routier, suffisamment d'énergie à notre disposition. Et voilà que, je le disais tantôt, il y a plusieurs millions d'emplois qui vont être, qui sont en train d'être exportés vers l'Afrique. Aujourd'hui, le Maroc est en train de tirer la part du lion, la Zambie, la Tanzanie, l'Éthiopie. Vous le savez, toute l'industrie légère dans le secteur textile chinois est presque déjà délocalisée vers le Sénégal, vers le Maurice, vers l'Éthiopie. On aurait pu également tirer des portions intéressantes. C'est pour cela que je dis que vraiment, il faut qu'on aille un peu plus vite. Ok. Non, rapidement, sur cette question de l'intervention, quel modèle d'intervention de l'État? Je veux juste rappeler qu'on a une histoire, et cette histoire nous parle, parce qu'il faut dire que dans les premières années, après les indépendances, les premières décennies, c'était le modèle choisi par les gouvernements camerounais, sous l'impulsion de M. Ahidjo. C'était celui de l'intervention étatique à travers la création de grandes entreprises. Alors, pourquoi ce modèle a en partie échoué? Parce que, d'abord, d'un point de vue technique, il y a le conflit entre la décision, le management politique d'une entreprise et le management stricto sensus au service de l'efficacité économique. Parce que dans le management politique, premier obstacle, c'est au niveau du recrutement. Il y a des conflits. Vous savez, nous sommes au Cameroun. C'est-à-dire qu'avec une certaine conception que nous avons de la citoyenneté, de nous-mêmes, on fait en sorte que si je suis DG, par exemple, de camarades camerounais, et je dis n'importe quoi, je ne sais pas, pour indexer une tribu, il y a tribu X, j'ai tendance à recruter un personnel de ma tribu. Ce n'est pas forcément un traitement rationnel. Donc ça, c'est un des inconvénients du management public ou bien de managers publics nommés par le politique ou bien ayant un mandat politique à la tête d'entreprise. Voilà. L'autre chose, c'est maintenant la mature. Une entreprise comme Camaraï peut avoir comme tutelle plusieurs ministères. Je dis n'importe quoi, ça peut être le ministère des Transports, d'autres ministères, qui ont des représentants dans son conseil d'administration et qui, tels que peut-être les statuts de l'entreprise sont définis, ne peut pas prendre des décisions, le manager ne peut pas prendre des décisions sans que les tutelles aient validé. Et comme la chaîne des décisions ministérielles est parfois longue, parce que politique, parce que sujette à des appréciations de plusieurs paramètres qui ne sont pas des paramètres économiques, ça plombe la rapidité en termes de prise de décisions stratégiques et même de gestion des mutations qui surviennent dans l'environnement économique. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui sont dans les rapports qui ont été commis à la suite de ces éléphants blancs que nous avions au sorti des années 80. Et la réponse est éminemment politique. Non, c'est pour dire qu'on peut avoir une entreprise publique détenue par l'État avec des gestionnaires mandatés par le politique, mais si la culture du travail est différente et si le politique est conscient qu'il faut séparer les choses. Voilà, quand j'envoie par exemple M. Élise Zang, militant du RDPC, à la tête de Camaraï, il doit avoir la performance et ne doit pas recruter ses frères du RDPC ou bien de son village. Donc ça, au Cameroun, c'est encore ça qu'on n'est pas capable de faire et c'est pourquoi des prescriptions comme ceux du FMI et de la Banque mondiale ont fini par s'imposer. Parce que par les faits, on n'a pas démontré qu'on avait géré les entreprises mieux que qui a ces aléas-là. Voilà. Il faut comprendre. Alors, sur cette question-là, Bernard Moncamp, sur les propositions ou bien sur les modèles qui peuvent être expérimentés, est-ce qu'on pourrait penser à la création, par exemple, d'une structure de gestion du transport des voyageurs? Je pense que
créer les sociétés ou ne pas créer des sociétés, moi je crois que le problème n'est pas là. Le problème c'est au niveau, comme il a dit, du contrôle. C'est-à-dire que l'autorité de contrôle, c'est-à-dire comme au niveau du port, il y a l'autorité nationale portuaire. Au niveau de l'aéroport, il y a l'autorité aéronautique civile. C'est-à-dire, prenez par exemple le cas des voitures qui circulent. Quand une voiture n'est pas bien, il y a les gens du transport qui sont là pour bloquer. Mais pour Camrail, qui s'en occupe? Le problème est là. Le problème là, il ne fait rien de créer le maximum de sociétés. Les sociétés qui sont là peuvent être bien gérées, mais il faut que le système de contrôle soit efficace. Et actuellement, dans toutes les universités, on forme des gens au QHSE. C'est-à-dire que qualité, sécurité, environnement et tout ça. Donc actuellement, il faut mettre l'accent sur ces les normes. Oui, dans les normes. La norme est là. La norme devrait... Ça ne sert à rien de créer... On peut avoir deux sociétés. Camwater, ici, ça marche très bien. Mais le problème, c'est qu'au niveau de Camwater, il y a beaucoup d'argent et puis les gens, il y a des malversations, c'est tout. Sinon, le système est réparti. Donc, on pourrait faire la même chose à Camrail. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, le problème, c'est au niveau du contrôle. Il faudrait qu'il y ait des entités de l'État qui viennent contrôler la partie technique. Comment on contrôle les véhicules qui circulent. Quand vous avez une voiture qui a un pneu qui est usé, on vous interpelle immédiatement. Mais pour Camrail, qui s'en occupe? Si vous posez la question au commun des mortels, là, qui s'occupe de contrôler Camrail, personne ne vous dira. On ne sait pas qui contrôle Camrail. Alors, Charlie, sur l'aspect implémentation des mesures, où peuvent se trouver les obstacles dans l'implémentation de ces mesures? Parce que lorsqu'on parcourt le communiqué, qui est certainement, je veux dire quoi, qui reflète d'une façon ou d'une autre le rapport qui a été rendu public qui a été produit par la commission Yang, il y a un certain nombre d'éléments qui paraissent intéressants. Où peuvent se trouver les obstacles dans l'implémentation des mesures qui ont été prescrites par le chef de l'État? On en parlait par exemple de la question de la protection civile, avec la nécessité de renforcer le système de protection des personnes, ainsi de suite. Alors, on sait qu'il y a eu des catastrophes, peut-être pas des catastrophes, mais il y a eu un certain nombre de sinistres. On se souvient des inondations de Marois, il y a eu bien d'autres éléments. Alors, il y a des systèmes qui ont été mis en place et qui peut-être finalement n'ont pas été consolidés. Et même des simulations, on n'a pas l'impression que ça fonctionne. Comment peut-on faire pour que demain cela s'accélère, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on est resté au stade des rapports et puis de bonnes intentions sans que cela ne puisse avoir un impact réel sur le vécu des populations au quotidien? Oui, je vais d'abord tout de go dire que il y aura du mouvement. Il y aura du mouvement parce que rares sont les sorties ou les rapports, c'est-à-dire le communiqué qui a suivi un rapport d'enquête a été signé de la main du secrétaire général de la présidence. Ça, il faut le dire. Et deux, je voulais dire ici, le mise en cause principal, il ne faut pas qu'on l'oublie. Le mise en cause principal, c'est Camrail. Et Camrail vient du groupe Bolloré. Et Bolloré, on sait ce que Bolloré fait en Afrique, en termes de faiseur de roi, en termes de défaiseur de roi. Je tiens à vous dire que même les collectifs des avocats, les experts en assurance, tout le monde s'attendait à ce que le politique parle. Il fallait que le verrou politique s'éclate pour que tout se mette en mouvement. Et le verrou politique s'est déclenché. Donc Paul Biya a donc donné la main en disant que c'est déclenché. Donc Paul Biya a donc donné la main en disant que les responsabilités, je dis bien que les responsabilités soient reconnues et les dossiers sont transmis actuellement au ministre de la Justice. Maintenant, là on ne parle que de la responsabilité principale, c'est-à-dire la mise en cause principale. Il y a aussi les mises en cause secondaires qui vont remonter jusqu'au ministre. Ne vous en faites même pas. Mais là, comment est-ce qu'on n'est pas dans le sensationnel? On n'est pas en train de jouer un film de western ici là. C'est que comment punit-on un gestionnaire de la fortune publique? Seul le président de la République a son temps, avec son pouvoir discrétionnaire, il saura comment le faire. Maintenant, dans le même rapport, où l'État a été indexé de manière globale, maintenant au niveau de la protection civile de ses citoyens, il y a une agence nationale de protection civile qui existe actuellement et qui est logée au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans le rapport, il est indiqué que tous les mois, cette agence doit faire des tests grandeur nature
de sauvegarde, de simulation, de tout ce qu'il doit faire. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Mais maintenant, vous allez demander à la directrice de cette agence ce qui se passe, et vous direz peut-être qu'il n'y a pas encore les mois. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour une fois. Mais justement, justement, c'est un problème. Oui. Parce qu'on a remarqué qu'il y a pas mal de mesures de ce genre ou des propositions qui sont faites. Mais il faut aussi. Il y a des studios qui doivent fonctionner, qui parfois sont plombés. Non, soit par le manque de fonctionne. moyens, L'agence fonctionne, Duval. Il faut dire que la catastrophe de. Il y a aussi même l'expérience du pays en matière d'un événement qui arrive. Au Cameroun. En même temps, on ne va pas attendre d'avoir cette catastrophe. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis donc, il ne faudrait pas que les gens viennent ici faire comme si par un coup de baguette magique, les choses vont aller le lendemain, quand même. Est-ce que la réaction des autorités suite au crash, suite à la catastrophe ferroviaire des ECA a été efficace? Pas à 100%. C'est comme un accident, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, quel est le modèle il faut un modèle standard au niveau national, avec des démembrements dans chaque arrondissement, peut-être dans chaque département, de telle manière à ce que parce qu'il y a eu dans les analyses qui ont suivi la catastrophe, et je parle sous le contrôle de Bernard Moncam, avec qui on a été sur ce plateau le lendemain de cette catastrophe, on a écouté des réactions, on a eu l'impression qu'il y a eu un nombre important de personnes blessées ou décédées des suites d'une assistance approximative. Je suis d'accord avec vous que dans une ville comme Ezeka, qui est traversée, c'est-à-dire en Pays-Bassa, disons-le, Pays-Bassa, le chemin de fer traverse 80% du Pays-Bassa. Je suis d'accord que le ministre de la Santé, à travers cela, on doit penser à la construction d'un hôpital de référence dans la zone d'Ezeka, par exemple. En fait, on doit aussi réfléchir que dans toutes les grandes zones où il y a une fluidité énorme des moyens de locomotion, que ce soit par bateau, par train, par voiture, que dans ces zones où les accidents peuvent être multiples, peuvent être nombreux, qu'il y ait des structures sanitaires capables d'accueillir ces blessés. Qu'on ne fasse pas un accident aidé et qu'on court à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, par exemple. Nous sommes tous conscients de cela. Et ce sont des propositions qui viennent de gauche et à droite qui font en sorte que maintenant que les choses se construisent normalement. Et c'est tout et quand vous allez lire le rapport définitif de la commission Yang, vous verrez que tout ça a été posé. Mais je continue à dire, c'est nous-mêmes qui allons construire ce pays. Alors, Franck, quelle est votre idée sur cette question, cet aspect, la protection civile, la consolidation de cette protection civile, l'amélioration, la qualité de secours en cas de catastrophe ou de risque majeur, tel que cela est indiqué dans le rapport? Je crois qu'on peut toujours faire des généralités. Dans les généralités, le Cameroun peut se retrouver même au même niveau que les États-Unis, parce qu'on va toujours dire que dans n'importe quel pays, le risque zéro n'existe pas, etc. Il faut faire attention. La protection civile, je crois, en 2017, ce sera avec l'agence qui a été mise en place. Je crois que ce sera sa 16e année, si je suis précis. Et malheureusement, elle n'a pas de moyens. Je peux vous dire qu'elle a attendu plusieurs années pour qu'on nomme des responsables, et c'est à partir de ces dernières années qu'on commence à lui donner des moyens. Et je peux même vous dire que actuellement, il y a une stratégie qui est censée doter chaque département, on a 58 départements au Cameroun, d'un plan de gestion des catastrophes à partir d'une identification des risques différents qui peuvent survenir. Moi, j'ai eu l'opportunité de discuter avec le consultant du ministère qui travaille sur la question, et il vous dit qu'en raison justement de l'absence de priorisation, l'absence de moyens, aujourd'hui, sur 58, on discutait en décembre 2016, on est à peine à 8 départements sur 58 qui sont susceptibles d'avoir une idée de où peut venir une éventuelle catastrophe dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Donc c'est pour dire que si on dit que gouverner c'est prévoir, et pas notamment en matière de catastrophe, on n'est pas capable d'évaluer même déjà le risque, ça ne nous donne pas les moyens d'y faire face. La deuxième chose, c'est c'est-à-dire les interventions opérationnelles. Est-ce que vous savez que l'agence en elle-même n'a pas de moyens? C'est-à-dire que ce n'est pas délégation qu'elle traite avec la santé, ce n'est pas délégation qu'elle traite avec l'administration territoriale, parce que pour qu'elle intervienne même, tout comme les autres organisations internationales comme la Croix-Rouge, etc., il faut que le sous-préfet saisisse, c'est-à-dire l'autorité administrative saisisse. Donc il y a un modèle d'intervention sur lequel il faut qu'on réfléchisse et qu'on repense différemment. Et là aussi, j'espère
que dans les jours à venir, on va aller dans ce sens-là. Mais il y a quelque chose qui me choque et sur laquelle je ne veux pas passer. C'est cette affaire du temps du président. Le président, ce n'est pas notre référence. Nous sommes au service du président. Le président est au service du peuple camerounais. 7 mois pour prendre des décisions ou bien pour faire un communiqué qui annonce des décisions, c'est trop. Ce n'est pas acceptable. Surtout que nous, vous parlez de Stand Up for Cameroun, la plateforme dont je suis membre, on a fait un travail sur le terrain de suivi auprès de certaines victimes. Et je peux vous dire que la situation est catastrophique. Parlons du traitement, par exemple, on parlait d'indemnisation, de réparation matérielle. Camrail exige, bon peut-être c'est normal, c'est la loi qui le dit, que les gens, en contrepartie des factures qui prouvent qu'ils avaient un téléphone, ils avaient une valise, etc., on les rembourse. Je peux vous dire que ça exclut déjà 99% des personnes qui sont victimes. Deuxièmement, Camrail a donné, je crois, une somme de 1,2 million, 1,3 million aux gens qui ont perdu quelqu'un, c'est-à-dire pour les obsèques. Sur quelle base? En rapport avec quoi? Etc. etc. C'est des choses qui sont inacceptables. Et ce n'est pas aux avocats des victimes de dénoncer ça. C'est d'abord à l'État, puisque l'assureur a bien fait de le dire ici, là. C'est d'abord l'État qui a la responsabilité constitutionnelle de faire en sorte que les droits des citoyens, la sécurité, le travail soient garantis. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait par Camrail dans un flou total, sans qu'on voit l'État intervenir de façon forte et recadrer les choses. Et si maintenant le président... Ça peut justifier l'idée de la nécessité d'une implication beaucoup plus forte de l'État, non? Mais dans un type de catastrophe, parce que je pense que historiquement, je ne me trompe pas, on n'a jamais connu un tel type de catastrophe ferroviaire. Donc c'est inédit. Et quand c'est une crise aussi inédite, je crois que le politique, au plus haut niveau, doit s'impliquer. Et en matière de tirer les expériences, autre chose contre laquelle je suis totalement en désaccord. Quand vous dites que, écoutez, il faut tenir compte de l'expérience du pays. Vous avez vu les attentats qu'il y a eu à Londres. Vous avez vu immédiatement que dans tous les pays européens voisins, il y a des réunions spéciales qui sont mises en place pour réévaluer leurs dispositifs. Nous devons apprendre les expériences des autres. Vous citiez la Bible tout à l'heure. C'est toujours les sagesses qui disent que le sage, en fait, l'idiot, c'est celui qui n'apprend aucune de ses expériences. L'homme moyen, c'est celui qui apprend de ses expériences. Mais le sage, c'est celui qui apprend de ses expériences et des expériences des autres. Et il me semble qu'aujourd'hui, on atteint un niveau où l'information est telle qu'on doit pouvoir tirer les expériences des autres pays. Est-ce que le problème, ce n'est pas une question de priorité? De priorité. Je te parle de priorité parce qu'effectivement, il a parlé des moyens. Alors, s'il n'y a pas de moyens, ça veut dire peut-être que pour l'instant, on estime que les priorités sont ailleurs. Duval, je dis toujours que, et je le dirai toujours, il faut que les politiciens arrêtent de mentir. Il faut qu'on dise la vérité au Cameroun. On n'est pas en campagne. L'argent que Camrail a versé aux victimes n'a rien à voir avec les indemnisations. Camrail qui on n'a pas dit que c'est à voir, on a dit que c'est flou. Non, c'est flou pour vous. On a précisé Camrail, écoutez-moi, les 1,2 million, c'était pour les obsèques. C'est pas là le problème. Il n'y a aucun cadre légitime ou légal. Camrail décide, en tant que personnalité morale, de subvenir avec une aide aux familles qui vont faire les obsèques. Les Camerounais vont prendre les avocats de Camrail. Laissez-moi parler. Camrail et ce n'est pas Camrail de décider comme ça. Camrail peut décider. Elle a la responsabilité d'agir. Non, laissez-moi parler. On parle du droit là maintenant. Vous contredisez les assureurs. Laissez-moi parler. Camrail, non. On n'est pas au niveau de l'assurance. Qui a la responsabilité d'amener à bon port les individus, monsieur? Camrail, je dis bien, vous prenez un bus, une agence quelconque de Douala pour Bafoussam. Il y a un accident en route. Avant que les priorités, les responsabilités ne s'établissent, l'humain d'abord, le directeur de l'agence en question décide pour les 70 passagers de donner des mesures urgentes parce qu'il a un être humain. Laissez-moi parler. On débat sur le droit. Non, justement, vous avez le droit d'être réparé, monsieur. Justement, si vous ne savez pas, nous y sommes, monsieur Franck. Nous y sommes. Nous sommes dans la réparation. Voilà, ça qui dit, nous sommes dans la réparation. Non, laissez-moi parler. Mesure urgente, si Franck et tombe là maintenant, la mesure urgente, c'est que je lui fasse le bouche à bouche, par exemple. Bon, c'est vrai qu'on ne sont pas des PD, mais je vous aide, par exemple, à reprendre le souffle. Ça, c'est les mesures urgentes. C'est que l'être humain qui dirige Camrail décide que non, les gens ont perdu des gens, il faut donc
bon, ils ont des problèmes de, il faut aller à l'hôpital, ils donnent, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Maintenant, il faut faire très attention. Je vous dis, laissez-moi pas, monsieur Francis, parce qu'il y a des fiches pour la demander aux gens de signer avec des éléments. Non, ça c'est, les gens veulent glisser, non. Faites attention, très attention. On vous écoute là. Oui, on m'écoute. Je dis bien, Camrail qui sort 1,5 million, 1,2 million pour de nos familles, ça n'a rien à voir avec les indemnisations. Ah, vous parlez au nom de Camrail. Je ne parle pas au nom de Camrail. Qu'est-ce que vous en savez? Je dis, écoutez-moi très bien, ça n'a rien à voir. Oui, mais les essais expliquent que ça peut constituer une avance sur les indemnisations. Bon, maintenant, quand la justice va finir de juger la chose et que les experts en assurance, tout le monde va s'asseoir et définir que c'est tel franc qui doit revenir à celui qui est blessé, tel franc à l'ayant droit. Il faut savoir que l'ayant droit, c'est qui? Ça, c'est le travail de la justice qui seul a ce pouvoir-là. C'est là où toutes les responsabilités seront dégagées et vous verrez donc que les choses vont se passer. Mais ce n'est pas ça le débat, c'est pas ça le mon propos. Je suis là-dessus. Vous n'enseignez rien en le disant. Je suis là-dessus. Je dis simplement qu'actuellement, il y a un flou. Il n'y a aucun flou. Donnez-moi le calendrier officiel de gestion de cette affaire avec son issue. Laissez-moi vous dire. Quand le président commence lui-même déjà à lever le verrou politique en prenant 7 mois, c'est un problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en même temps, les gens ont des difficultés diverses, c'est-à-dire des traumatismes physiques, psychologiques. Ils sont suivis. Certains décèdent parce qu'ils ne sont pas pris en charge. C'est faux. Il y a urgence. Personne n'a décédé suite à la... Non, je vous dis, et je parle devant les Camerounais, non, personne n'a... Écoutez, là, Equivox a fait des reportages avec des témoignages. Là, c'est des histoires. Je dis, si quelqu'un est décédé, écoutez-moi, vous regardez dans les yeux, si quelqu'un est décédé suite à la catastrophe des ECA, c'est parce que vous avez peut-être des blessures très graves et que vous deviez décéder. Mais il dit personne n'a été décédé. Il y a des gens qui n'ont pas été pris. Mais personne n'a été décédé. Par rapport au faveur de Camrail. Vous êtes médecin maintenant. Vous allez analyser tous les 1500 cas. Comme 1500 cas. Alors, donnez-moi un nom. Non, on n'a pas besoin de ça. S'il vous plaît. Non, il y a des cas. Il y a des cas. Non, bon, enfin, c'est pas ça. Le président de la République, au lendemain de la casse, le 22, vous parlez de faire attention. De tenir des propos irresponsables. Non, il y a la République a décidé que tout le monde soit pris en charge et gratuitement. Je dis bien gratuitement. Il peut arriver que. C'était pas une réalité. Je peux vous dire que. Nous sommes d'accord. C'est pas une réalité. Alors, on dit la même chose. C'était une chose. On dit la même chose, s'il vous plaît. On dit la même chose, M. Franck, ici. On dit la même chose. S'il vous plaît. C'est justement. Non, s'il vous plaît. Tout le monde a été. Tout le monde a été pris en charge. Non, il y a des gens qui sont décédés parce qu'il n'y avait pas de prise en charge. Non, il y a. C'est ce que je dis. Non. Bon, écoutez, on va pas. Parce que vous devez décéder, on va blesser. Non, on va pas. Vous n'avez pas pris en charge. On va pas. Vous allez à l'hôpital Salpêtrière de Paris, vous mourrez là-bas. Avec tous les mêmes messages. En temps normal, les gens décèdent parce s'il vous plaît, on va se séparer, on va conclure plus calmement. Alors, Bernard Moncam, on est en train de se séparer. Peut-être un dernier mot, peut-être un mot sur la protection civile, par exemple, ou bien, je ne sais pas, sur l'ensemble du débat. Je crois qu'au niveau de tout ce que les leçons qu'on devrait tirer de ça, c'est qu'il faut que le gouvernement prenne conscience du fait que la protection civile doit être étoffée. On doit mettre les moyens à la disposition parce que lors de la catastrophe, la femme qui s'occupe de la catastrophe est venue seule avec quelqu'un un sapeur-pompier. Vraiment, c'était très grave. Quand on lui posait des questions, elle ne savait même pas quoi dire. Elle n'a pas de moyens, rien. C'est pas normal. Moi, je crois qu'on devrait se concentrer sur la protection civile. Et maintenant, créer l'agent de réclamation qui s'occupe de vérifier tout ce qui est qualité au niveau de Camrail. C'est tout. De manière qu'on puisse intervenir avant ça. Voilà. Alors, Georges Edimon Mongori, on est en train de sortir de l'émission. Peut-être le mot de fin. Sur la société de gestion qui va être créée, je ne pourrais dire qu'une chose, c'est qu'il y a quand même quelques rares sociétés africaines qui sont nationales, comme Ethiopian Airlines, qui aujourd'hui rivalisent avec les plus grands. Ça peut toujours nous servir de modèle. C'est un cas de figure où l'État, naturellement, a créé cette société, mais à une certaine distance et il y a, le regard est là, mais il y a une distance. On laisse quand même le gestionnaire faire ce qu'il peut faire et le gestionnaire est bien choisi. Le gestionnaire ne recrute pas seulement dans son village. Le gestionnaire n'écoute pas nécessairement ce que dit le politique. Je pense que Ethiopian, c'est un cas, il y en a d'autres, mais Ethiopian peut être pour nous
la référence dans ce genre de situation où une société d'État créée par l'État, subventionnée massivement par l'État, parce que c'est ça Ethiopian Airlines, subventionnée massivement, tient les devants aujourd'hui, peut concurrencer toute autre société de transport aérien aujourd'hui. Je crois que on devrait apprendre beaucoup de là. Et ça, je sais, on parle du transport ferroviaire. Nous avons également notre fleuron aérien qui est Camerco. Je me demande toujours pourquoi on ne va pas à l'école d'Ethiopian Airlines. Merci Georges Mongori d'être venu sur ce plateau. Charles-Élie Zanzan, on se sépare. Oui, Duval, encore une fois, merci de m'avoir invité. Le sujet qui nous interpelle est aussi important. Qu'on essaie de multiplier ce genre de tableau, de plateau, avec d'autres experts, et qu'on sache qu'il s'agit de la vie des êtres humains et des Camerounais. Il faut en tirer des leçons. L'imitation est la forme élémentaire la plus partagée dans le monde. Comme a dit le grand frère, le grand c'est que ça se fasse bien à côté, et si on sait de faire pareil. Mais par au-dessus, tout comme il dit du haut, qu'on sache que nous sommes des Camerounais et que le Cameroun nous appartient aussi à nous tous. Voilà. Franck Essi, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je ne terminerai pas sans avoir une pensée pour les victimes, celles qui sont mortes comme celles qui sont blessées et qui continuent à souffrir le martyre. Je veux simplement dire que tirer véritablement les leçons de ce drame, c'est remonter aussi à la responsabilité politique qui, je le rappelle encore, doit intervenir à 3 niveaux. Au niveau des investissements massifs qui doivent être faits pour doter le Cameroun des infrastructures dignes de ce nom. Au niveau de la régulation, c'est-à-dire le suivi, le contrôle, la punition éventuelle des opérateurs dans chacun de leurs secteurs. Et enfin, je pense qu'il est très important que quand on est dans une situation comme celle-ci, il faut que les responsables politiques prennent les devants et assument les responsabilités. Parce qu'on n'a pas élu M. Bolloré, en principe, on n'a pas élu les différents opérateurs, mais tout le monde est censé demander des comptes à ceux qui se sont présentés à un moment et on dit on peut améliorer votre vie. Et actuellement, c'est un cas malheureux où on n'avance pas. Les années s'écoulent, mais on ne tire pas les leçons structurelles. Donc, c'est ça un problème. Merci Franck Essi d'être venu sur ce plateau. Vous êtes homme politique, vous êtes secrétaire général du CPP et puis membre du Stand Up for Cameroun. Merci d'être venu. Merci également à vous, Charles-Élie Zanzan. Vous êtes également homme politique. Vous êtes président de la section OGRDPC Vouri 2, c'est à Nubel. Merci également à Bernard Moncam d'être venu sur ce plateau. Il est ingénieur consultant. Il a travaillé quelque temps à l'ex-Régie Fercam et même, je crois, à Camaraï. Il a également été chef projet de construction du stade de Malabo et puis il a travaillé sur un certain nombre de projets comme la construction des pylônes d'un certain nombre d'opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun et bien sûr sur le pipeline Tchad-Cameroun. Merci également à Georges Mongori, il est économiste, il est également politologue. Nous avons également reçu sur ce plateau Fabien Somon, qui est expert en assurance, et surtout Elias Mikoumou, qui est expert des questions ferroviaires, qui sont donc venus échanger avec nous sur ce sujet. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 le débat. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.